juste avant de commencer, je vais aussi vous présenter effectivement un peu le média, parce que le média, c'est déjà différents types de supports et c'est aussi une grande équipe globalement aujourd'hui. Et avec cette équipe-là, on s'est dit comme objectif, à l'ère de l'IA, comment rester maître du jeu. Il se passe tellement de choses, il se dit tellement de choses que l'idée, c'est de ne pas perdre pied. Donc c'est ce qu'on va essayer de se faire avec l'équipe, en tout cas de vous donner quelques solutions, en tout cas pour ne pas perdre pied. News Expérience Client, vous sachiez un tout petit peu, c'est 17 000 abonnés aujourd'hui, c'est un site internet, c'est des newsletters, c'est également un magazine que vous pouvez retrouver aussi à l'entrée, qui est gratuit pour les décideurs, pour tout le monde d'ailleurs. Et c'est un certain nombre effectivement de visiteurs, du papier, du digital et un certain nombre d'émissions aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas on espère. Ça veut dire qu'on aura fait bien notre travail, en tout cas pour vous faire connaître. Mais voilà, c'est aussi pratiquement 12 émissions aujourd'hui qui sont diffusées sur Internet, sur YouTube, à travers nos newsletters. Et nous avons différents animateurs professionnels. Voilà. Juste une particularité sur notre média, vous en connaissez d'autres bien évidemment, c'est que sur notre média, nous n'avons pas qu'un seul journaliste, nous avons des professionnels qui parlent à des professionnels. C'est un peu la différence qu'on peut avoir avec tout le reste. C'est-à-dire que ce sont des professionnels en poste, qui connaissent le job et qui ont chacun leur point de vue, chacun leur angle de vue sur les sujets d'actualité de l'expérience client. On est dans un univers qui bouge beaucoup, où on apprend beaucoup la résilience et on a besoin de s'alimenter sur tous les sujets qu'il peut y avoir. Et avec le média et avec toute l'équipe, c'est ce qu'on s'efforce de faire d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour du retail, que ce soit pour différents types de secteurs d'activité, le banque assurance, que ce soit sur de l'IA, que ce soit sur du speech analytique, etc., etc. Voilà, donc chacun a son émission avec un angle de vue et un parti pris pour justement vous donner à vous l'opportunité de vous faire votre propre idée et votre propre imagination sur l'IA. Ce que je vous propose de commencer, parce qu'en fait le sujet globalement aujourd'hui c'est comment rester maître du jeu. Je vais juste éteindre un peu le vidéoprojecteur, comme ça l'équipe va pouvoir s'installer et on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Allez-y, installez-vous. Alors, nous avons une partie de l'équipe ici présent, avec Chloé, Céline, Frédéric, François, ici présents, et chacun a sa propre émission au sein d'Anews avec son propre angle de vue. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement, chacun va pouvoir s'exprimer et nous donner aussi son angle de vue. Et je propose de commencer par Chloé, qui est directrice générale de Outsourcia et qui anime l'émission #CXNRV avec François. Alors, Chloé, à l'ère de l'IA, toi, comment tu fais pour rester maître du jeu et en tout cas, quels sont les conseils que tu pourrais donner ? Bonjour, donc ravi de partager ces insights. Effectivement, nous, dans CXNRV, on travaille avec François plutôt sur ce qui nous agace dans ce métier de la relation client qui n'est jamais assez reconnu. Et finalement, ça a rejoint le sujet du jour sur comment on peut réussir à ne pas perdre pied dans ce tourbillon qu'on voit aussi aujourd'hui. Le mot IA est partout. Et ce qu'on se disait, c'est que finalement, un premier angle de vue, c'est de s'éduquer, d'apprendre finalement ce que vous êtes venu faire probablement dans ce salon. Donc le premier sujet quand on rentre dans le salon, peut-être je ne sais pas vous, mais c'est déjà de respirer un grand coup, de prendre le plan et donc de prendre un pas de recul et de se poser juste et venir avec ses propres questions en disant je ne viens pas pour l'IA, je viens pour régler mes problèmes, mes sujets, trouver des solutions à mes difficultés ou réinventer mon métier, mais je ne viens pas pour mettre de l'IA. L'IA, c'est jamais qu'un moyen. Donc si déjà on respire et qu'on prend un petit pas de recul, probablement ça va déjà un petit peu mieux. Et la tête froide, après, moi ce que je me dis, c'est qu'on a la chance dans nos métiers d'avoir 1000 possibilités d'apprendre. Forcément, nous on a parlé de l'ensemble des médias de News Expérience Client, ce qui est quand même une façon de pouvoir, quand on en a envie, quand on le peut, aller chercher des infos. Mais finalement, moi, ce qui m'a marqué dans ce qui se dit en ce moment sur les sujets d'IA, c'est le temps qu'on va devoir passer justement à s'informer et se former. Alors, plusieurs sources ont pris la parole. On peut retrouver un Laurent Alexandre, mais on a aussi le World Economic Forum ou ADECO, enfin, que ce soit des marques finalement ou des grands événements. Il y a beaucoup de
beaucoup de métriques qui circulent, mais qui sont tous à peu près autour de aujourd'hui, on se forme 15 à 30 minutes par jour. Et dans les années qui viennent, on passera probablement à plutôt 2 heures, 2 heures et demie d'information et de formation par jour. 2 heures à 2 heures et demie. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne un train qui va à une vitesse folle et que ce sujet de comment on s'informe et se forme, c'est probablement assez loin de la formation présentielle qu'on pouvait connaître il y a quelques années. Donc il y a quand même déjà une première façon, à mon avis, de se former sur les sujets d'IA, c'est qu'en général, en tant que particulier, en tant que citoyen, en tant que client, que consommateur, on est très en avance par rapport à nos entreprises. Donc c'est déjà se comporter dans nos vies en utilisant l'IA pour aller faire nos courses, pour s'adresser à un service client. Et si déjà on le pratique, nous, en tant que consommateurs, du côté de la marque, on sera probablement plus intelligent. Et c'est vrai qu'il y a une question que posait Arnaud Deschamps à l'Assemblée Générale de la FRC vendredi de la semaine dernière, c'est qu'on se pose beaucoup de questions sur les frontlines pour savoir si les clients seront prêts à parler à des agents conversationnels. Mais il y a un autre sujet, c'est est-ce que nos conseillers clients ou les frontlines, les commerciaux, sont prêts à parler à des gens qui utilisent des IA, voire qui ont des agents qui les représentent. Et on a déjà, au moins sur les réclamations, des usages de consommateurs qui préparent leurs réclamations avec l'aide d'un LLM et qui ensuite s'adressent à la marque. Donc finalement, on se retrouve confronté à des usages qui sont déjà courants et auxquels on peut aussi, nous, se confronter à titre personnel. Après, le deuxième sujet, c'est évidemment l'information. Donc, tous les médias d'ANews à volonté. Il y a ce salon, il y en a d'autres. Il y a quand même, on a la chance, je trouve, dans nos métiers, au-delà des magazines de la profession, on a aussi la chance d'avoir quand même beaucoup de prestataires de services, dont le groupe Outsourcia fait partie, mais d'éditeurs de solutions qui font plein d'événements. Et on sous-estime pour nous et pour nos équipes à quel point le fait d'aller 1, 2, 3 fois par an dans ce type d'événement, ça nous permet de nous enrichir énormément. Et dans les plans de formation, souvent on oublie d'exploiter cette manne d'informations qui est absolument merveilleuse et phénoménale. Ensuite, il y a le partage entre pairs. Contrairement aux marketeurs, sur les sujets de pur marketing produit qui ne peuvent pas tellement se partager les modalités de leur pricing, nous, il n'y a pas tellement de secrets industriels dans notre affaire. On travaille tous sur les sujets d'omnicanalité, de personnalisation, d'hybridation, technologie humaine. Enfin bon, on a tous les mêmes problématiques et on peut faire du benchmark entre secteurs. Et moi, j'avais pu, dans une vie antérieure, avoir l'occasion de faire un séminaire où j'avais demandé à quelques pairs de m'ouvrir leurs portes pour envoyer mes troupes chez eux. Et en fait, des fois, on n'ose pas, mais typiquement, dans ce genre d'instance, vous croisez des pairs, vous pouvez aussi leur dire, est-ce qu'éventuellement, vous auriez 2 heures ou une demi-journée à me prêter pour venir dans vos murs et échanger sur nos problématiques. Vous êtes dans l'automobile et moi, je suis dans le service à la personne, ça n'a rien à voir, mais on a quand même tous des problématiques de service client et de questions de c'est quoi la technologie à l'heure de l'IA là-dedans. Et finalement, d'avoir cette confrontation à un modèle qui est différent, c'est pas coûteux. Et généralement, en plus, on peut se renvoyer l'ascenseur et c'est gagnant-gagnant parce qu'on s'aperçoit en général qu'on se rassure en disant finalement, on n'est pas si mauvais. Et puis, on ouvre des perspectives en disant il y a quand même des trucs qui font qu'on ne fait pas. Donc, je trouve que c'est une bonne façon aussi de pouvoir échanger. Et on peut le faire aussi en one-to-one d'ailleurs, en faisant à titre personnel, enfin professionnel mais individuel. Donc voilà, et puis après, se former pour de vrai. Là, pour le coup, aller regarder des MOOC, des contenus. On peut faire de la curation de contenu. Il n'y a pas que des contenus payants. Il y a aussi plein de contenus gratuits sur France Université Numérique notamment, mais pas que. Et donc là, il y a un nombre de possibilités de formation qui, moi, me semble absolument abyssal. Si on n'avait que du temps pour ça, on pourrait remplir nos journées. Et ça permet effectivement de pouvoir se former avec des sources externes, mais le cas échéant aussi, de choper à l'intérieur de nos entreprises nos early adopters. On a toujours quelques champions en interne qui partent comme des billes. Moi, j'ai mon directeur du capital humain qui est dingue d'IA et qui s'est mis à commencer en vibe coding, à expliquer au DSI tout ce qu'il voulait. Donc, il fait des modules d'e-learning, il fait des process RH, il fait des bots sur la RH administrative. Et en fait, ceux autour, ils se disent comment t'as fait? J'ai pris LM Notebook de Google. Et donc, ok, alors, c'était comment? Et finalement, cette
ce partage à l'intérieur de l'entreprise avec les premiers, c'est la base de la conduite du changement. On sait qu'on transforme une entreprise avec 10% de ses effectifs. Trouvez vos 10% et allez les voir. Et on a toujours sur le terrain quelqu'un qui dit « Non, mais en fait, moi, je l'ai fait ce week-end à la maison avec mon chat GPT perso. » Alors, d'un point de vue RGPD, c'est pas génial, donc on va pas faire comme ça. Mais on récupère finalement des usages. Donc, plutôt que d'aller inventer des usages, partir de choses qui se font déjà sur le terrain, puisque, ça revient à mon premier sujet, généralement, à titre personnel, on est en avance sur ce qu'on fait à titre professionnel. Je suis persuadée qu'il y a plein de gens chez vous qui peuvent vous aider à vous former. Voilà, et puis après, le job qui est le plus compliqué, c'est de passer de l'individuel au collectif. Donc c'est effectivement comment ensuite on scale ces méthodes d'apprentissage pour pouvoir soit les intégrer dans les plans de formation, soit sanctuariser du temps, faire des rituels qui permettent d'associer soit tout le comité de direction, soit toute l'entreprise à des moments de partage, inscrire éventuellement une adhésion à la marque, à la FRC, au SP2C, peu importe, comme quelque chose qui permet à chacun de partager un certain nombre de contenus et juste de regarder tout ce qui peut se faire dans la profession et qui est relayé en général par l'ensemble des médias. Et voilà, et la boucle est bouclée. Mais je suis persuadée que déjà pour ne pas perdre pied, passer plus de temps, beaucoup plus de temps à s'informer et à se former, c'est peut-être une première clé. Merci Chloé. Alors, moi, je rebondirais juste sur ce que tu as dit, puisque ça résonne tout à fait avec la conférence qu'on a fait hier après-midi avec ADECO Médical et la CIPAV. Et Mohamed, qui est donc le responsable de la transformation digitale chez ADECO Médical, disait justement que le pilier, c'est l'acculturation des équipes. Et ils ont comme ça mené un programme où la base, il m'a dit, la base la plus importante, c'est former les équipes sur qu'est-ce que ça fait IA, qu'est-ce que ça ne fait pas, pour obtenir l'adhésion. Et donc comme ça, ils ont des séries de webinaires, de formations physiques. Et il me dit à chaque fois, voilà, je vois le taux d'usage, le webinaire ou la formation, tac, ça rebaisse, un autre, ça remonte. Il faut continuer dans le temps, autrement les gens vont rester dans leurs bonnes vieilles habitudes. Le deuxième point, tu l'as dit, c'est l'utiliser au quotidien. Eux, ils ont mis un copilote personnalisé pour leurs équipes, ils ont mis aussi du chatbot, etc. Et à la fin, c'est comment ils font pour simplifier les process. Et ça, il m'a dit, c'est la pyramide la plus haute, c'est comment on va donner plus de temps aux personnes pour traiter plus efficacement. Donc moi, je valide à 200% ce que tu as fait. Merci Frédéric. Donc Chloé sur hashtag CXNRV, effectivement, sur lequel on peut réagir. Frédéric est sur l'émission L'effet Waouh par rapport à ça. François. C'est à moi. Ouais. François, hashtag CXPop. CXPop. Oui, bonjour. Donc, je suis ravi d'être avec vous et avec mes amis de l'Agora aujourd'hui pour discuter d'un sujet central. En deux mots, moi je suis un ancien acteur de la relation client. J'ai opéré dans des directions de la relation client, dans des entreprises emblématiques de leur secteur, les télécoms, les médias et les transports. Je vous laisserai retrouver les logos. Et depuis 3 ans, j'ai choisi la voie de l'indépendance. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif vu la période, mais c'est par passion autant que par conviction. La passion de l'écriture déjà, et la conviction au service de cette passion-là. Une conviction, et Chloé, c'est un peu ce que tu disais, qu'on est dans des métiers, dans un secteur d'activité qui nous passionne, mais qu'on ressent extérieurement un peu mal connu, parfois mal compris, et qui nécessite de toujours être raconté, décrypté, qui nécessite de toujours plus de promotion et de transmission. On parlait de la formation. Je pense que là, on est dans un élément clé, et c'est un des pôles sur lequel j'essaye d'agir pleinement. Donc du conseil et de la rédaction de contenu, parce que c'est ça que ça veut dire, et de la rédaction de contenu, de la création de contenu, donc pour la news, le média de l'Agora. Et le choix qu'on a fait, on avait discuté avec Daniel il y a 2 ans, il avait envie d'avoir une émission un petit peu différente, et le cahier des charges, c'était l'OVNI de la relation client. Et comment est-ce qu'on crée un OVNI? On s'appuie sur, il semblait que c'était complètement pertinent de s'appuyer sur la culture pop et de créer des liens entre cette culture-là et la relation client dans ce qu'il y a d'inspirant, dans tous les enseignements, dans les leçons qu'on peut y prendre, parce que finalement tout ça est quand même doit rester assez fun. Pourquoi la culture pop? Parce qu'en fait c'est une culture qui ne s'ancre pas sur la définition du monde tel qu'il devrait fonctionner, mais qui s'ancre sur de l'émotion. Et cette émotion-là, en fait, quand vous regardez les œuvres, quel que soit le support, quel que soit le véhicule de cette culture,
c'est des émotions collectives qui décryptent une époque, soit une angoisse, souvent c'est un bon moteur pour une histoire, une angoisse, une peur, soit un désir, soit des contradictions. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec la culture pop, c'est que sous ces airs de ne pas y toucher, elle a toujours un message essentiel à délivrer, quelque chose qui nous touche, et ça c'est le pouvoir des histoires, c'est le pouvoir des récits, c'est le pouvoir vraiment du storytelling. Alors je vais appuyer ça avec deux exemples, deux émissions qu'on a pu avoir avec le CX Pop, ce petit programme-là, qui sont des émissions de 3 à 5 minutes, pas plus, au sein de la news. La première a été diffusée en 2025, la deuxième sera en 2026, donc vous allez avoir le primeur du sujet. Le premier, c'était le film Tron. Alors je ne suis pas sûr que vous soyez des geeks, mais peut-être que vous connaissez ce film qui a été produit par Disney en 1982, qui est un film culte, un film d'anticipation, culte déjà parce que quand il est sorti, c'était le premier film à avoir 20 minutes de scène entièrement générée par ordinateur, entièrement numérique. Et ça, c'était déjà un exploit, c'était magnifique. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Et après, elle a un pitch, ce film a un pitch assez simple, qui est la confrontation entre la machine et l'homme, entre un concepteur de jeux vidéo et une IA dystopique, pas dystopique, mais despotique, qui cherche à donc tuer le concepteur pour garder la maîtrise des jeux. Et pour le tuer, elle ne trouve rien de mieux que de l'intégrer directement dans le jeu. Et là, au-delà de ce pitch assez manichéen, il y a un message qui est très ancré dans les années 80, qui est la date de sortie de ce film-là, mais qui résonne d'une actualité assez folle aujourd'hui, qui est que cet univers numérique n'est pas un monde étrange, un monde sur lequel qu'on ne connaît pas, c'est une extension de nous-mêmes. En fait, c'est ça que dit le film. Et c'est ça aussi que dit le personnage Flynn quand il intègre l'univers numérique. C'est une extension de nous-mêmes, et tout ce que nous y mettons, nos intentions, nos systèmes, nos convictions, alimentent cet univers-là, le façonnent. Et le point qui va être important après derrière, c'est comment ça nous oblige à nous repositionner en tant qu'humains. C'est quoi nos valeurs ? C'est quoi ce qui fait la force de l'humain par rapport à cette IA, par rapport à cette machine. Ça, c'est vraiment le premier enseignement, c'est ce positionnement, ça nous oblige à bouger, en fait, et à ne pas rester dans nos certitudes, et surtout à ne pas ne laisser la place centrale à l'IA. Le deuxième film, très rapidement, c'est War Games, qui est aussi un film des années 80, qui a été sorti en 1983, qui est un film, un vrai blockbuster pour le coup, de John Badham, qui a aussi un pitch assez simple. La culture pop se prend pas la tête. Son premier but, c'est de nous divertir et c'est de créer des émotions, ce que je disais. Et le pitch, à nouveau, c'est l'homme contre la machine. Mais là, une machine qui a les clés de déclenchement, qui a les codes de déclenchement des missiles nucléaires. Et donc, il y a la possibilité de déclencher une troisième guerre mondiale thermonucléaire, qui était la grande inquiétude du début des années 80. Donc, vous voyez, encore une fois, ancrée dans son époque. Pourquoi elle a les codes ? Parce qu'en fait, les militaires avaient décidé de sortir de l'équation l'humain qui hésitait au moment de prendre la décision. Et là, c'est le deuxième message qui est aussi d'une actualité, je trouve, complètement folle. C'est jusqu'où on donne la décision à l'IA, à partir de quand on décide que l'IA est 100% autonome, et pourquoi est-ce qu'on le fait. Dans le film, le risque, c'est que cette IA autonome, elle a les clés de la décision, mais elle ne fait aucune distinction entre le réel et le jeu. Elle ne fait pas de distinction entre la simulation et la réalité. Parce que pour elle, c'est un process décisionnel, c'est un protocole. Et ça va être l'humain, le jeune geek qui avait hacké la machine en croyant s'amuser, qui va confronter la machine, non pas dans le sens de ce qu'elle fait, mais dans son protocole, pour l'amener à comprendre qu'en fait, il n'y a pas de gagnant, donc c'est à elle d'arrêter en fait ce qu'elle a déclenché. Là, c'est le deuxième élément, c'est cette histoire d'autonomie de l'IA, comment est-ce que nous, on reste les auteurs de ce que contient l'IA, en fait. Voilà. Je suis trop... Ah, pardon, faut me dire. D'accord. Donc voilà, donc ces deux éléments... Oui, c'est mieux, en fait. Ces deux éléments complémentaires désignent sur des histoires qui sont ancrées dans les années 80, des éléments pour nous d'action, en quelque sorte, comment on se positionne et comment on alimente l'IA. Et en fait, j'irai pas plus loin, mais j'ajouterai juste que pour rester maître du jeu, en fait, c'est quelle est l'histoire qu'on veut que l'IA serve.
L'IA n'a pas d'intention, nous oui. Donc comment est-ce qu'on reste auteur? Comment est-ce qu'on s'appuie sur ces histoires-là pour créer des émotions auprès de nos clients? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cet outil fabuleux qu'est l'IA, mais qui reste un outil? Je cède la parole à qui? Ouais. Frédéric, tu avais tout dit. Alors c'est vrai que c'est exactement une bonne transition parce que justement le titre de mon émission c'est l'effet waouh, et justement ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que donc moi à titre professionnel, comme tu l'as dit Daniel, on est tous des professionnels. Moi je travaille en fait pour Eloquent qui est éditeur de solutions de centre de contact et d'enquête de SAT, et mon émission c'est sur l'effet waouh, tout simplement parce que moi je suis persuadé que ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va être fidèle à une marque et un autre, c'est l'émotion qu'on va créer. Ce que tu as dit justement. Parce qu'en fait, beaucoup de gens se contentent en fait de travailler sur les points noirs du parcours client. Ok, je réduis les frictions, ça va être plus simple, je vais mettre un bot pour faire ceci, cela. Mais au final, l'entreprise, quand le client va un petit peu remettre en cause son budget ou quand il va faire son choix, il va dire mais pourquoi je choisirais cette marque plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qu'elle m'a fait vivre comme émotion? Et l'effet waouh, c'est ça. C'est se dire, ok, oui, on va travailler sur les points noirs du parcours client, mais on va essayer de faire aussi un pic d'émotion positif. Et pour ça, on va utiliser 4 leviers. La première, bien sûr, c'est l'émotion qu'on va faire vivre à la personne, une surprise. C'est également la personnalisation et la perception de cette émotion. Quand on a ces 4 points qui sont faits, à ce moment-là, on va dire, waouh. Et on peut le faire de 3 manières, soit par le produit, un produit qui dit waouh, c'est génial. La première fois qu'on utilisait ChatGPT, la première fois qu'on a vu ton émission, par exemple, votre Évidemment. émission, ou alors ça va être par le service qu'on va donner, une attention particulière d'une personne, ou alors ça va être dans les process. Dans les process, on va lancer quelque chose qui va faire que waouh, ça va être génial. Donc moi, mon objectif, c'est ça, et ça peut être fait avec l'IA ou pas. Et c'est ça qui est important de se dire, il faut être maître du jeu et pas se laisser imposer l'IA. Parce que nous, on le voit chez nos clients, on met en place du callbot, du chatbot, et les gens nous disent, je fais ça pour réduire le nombre d'appels, pour ne pas utiliser utiliser les agents pour des appels à faible valeur ajoutée. Il me dit, oui, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça ne va pas nuire plus à l'expérience client que ça va l'améliorer? Et c'est ça qu'il faut retenir. Parce qu'en fait, on a certains de nos clients, par exemple, je donne un exemple de la Maïf. La Maïf nous dit, non, moi je ne veux pas de bot en direct avec le client. Je veux que de l'humain. Ils se disent, ok, le bot peut nous aider à certaines choses. Par exemple, en fait, du SVI langage naturel pour mieux router les appels vers les agents. Très bien, c'est toujours l'agent qui est numéro 1, c'est toujours l'agent qui est en frontal. Oui, ok, on utilise l'IA pour améliorer les courriers, mais dans ce cas-là, c'est toujours l'humain qui est au début du process, l'IA qui est au milieu, et l'humain qui est à la fin, parce que ça permet de garder cet aspect humain. Et ils m'ont fait une petite anecdote il n'y a pas très longtemps, ils ont donc revu un certain nombre de courriers pour un peu plus les humaniser, les faire plus simples, etc., etc. Et donc ils ont commencé à envoyer les courriers, et ils se sont rendus compte qu'il y a certaines personnes qui disaient, mais est-ce que c'est vraiment une personne qui me répond ou c'est un humain? Et ils ont dit, mais ça nous a obligés à remettre de la personnalisation, à remettre de l'humain. Et c'est vrai qu'il y a Mickaël de Citigo qui nous disait, moi dans les signatures d'email, je mets en fait le nom de la personne, la photo, mais également un petit slogan. Par exemple, Boris, votre phare dans la nuit parce qu'il fait la nuit. Ou alors une autre personne qui dit, voilà, depuis 15 ans, je vous accompagne au quotidien dans vos trajets. Donc ça permet de réhumaniser tout ça. Pourtant, il ne faut pas justement refuser les bots. On a un excellent exemple avec Soli Hazard qui utilise des chatbots pour entraîner ses collaborateurs à mieux gérer des situations un petit peu complexes. Donc il discute avec un faux client qui est entraîné et en moins de 10 conversations, il doit être capable de désamorcer la situation. Donc là, c'est un usage de l'IA pour, entre guillemets, aider les humains à être plus ouverts, plus empathiques. Un autre exemple également chez Soli Hazard, c'est rester le maître du jeu et bien choisir entre l'IA et l'humain. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent les fiches émotions. Les fiches émotions, c'est extrêmement simple. Ils ont identifié dans les moments du parcours client des moments où en fait, des moments de vérité où il ne faut surtout pas manquer en fait cette relation, cet échange, cette émotion et la prendre au vol. Par exemple, ils ont des clients qui, Soli Hazard, c'est dans le domaine de l'assurance. Ils ont des clients qui achètent une moto. Donc les personnes les appellent, donc ils ont fait le tour de plusieurs courtiers d'assurance, et quand ils appellent, les conseillers, ils savent que la personne qui vient d'acheter une moto, elle est super fière de son achat, généralement ils sont contents, ils disent ouais j'ai acheté une nouvelle moto, et donc ils partagent ce moment-là, ils disent ah quel est le modèle, c'est quelle couleur, qu'est-ce que vous allez en faire?
Et là, on va créer un moment d'émotion, on va créer de l'empathie, on va créer de la sympathie. Et forcément, quand on aura quelqu'un au téléphone qui aura compris son besoin, qui aura partagé cette émotion, quand le prix sera sensiblement le même, à ce moment-là, on se dira, je vais plutôt prendre l'autre personne qui était vachement plus sympa, j'ai passé un super bon moment. Donc là, cet aspect émotion est vraiment essentiel. Et c'est important. Parce que si on met un bot à ce moment-là, ou si on met trop d'automatisme, on va louper cette émotion, et au contraire, on se dit, on va fluidifier l'expérience client, ça va être mieux, on aura loupé cette phase d'émotion qui va pouvoir créer un effet waouh. Et hier, on était avec Ludovic Naudier d'élu service client de l'année, et il nous disait bien que un client sur deux qui fait une interaction avec un bot, chatbot, callbot, est mécontent. Tandis qu'au téléphone, on est à 90-92% de personnes satisfaites. Donc il faut choisir ses combats. Rester maître du jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va automatiser, où on va garder l'humain et à quel moment. Et là encore, ça changera aussi le métier en fait du conseiller. On a un de nos clients qui est Groupe France Mutuelle et qui nous dit « Moi, j'ai mis en place dans mes temps en fait, de post-traitement ce qu'ils appellent le temps de décompression. » Parce que parfois, il y a des appels qui sont difficiles. Eux, ils n'ont pas mis de bot, ils n'ont pas fait le choix du bot non plus. Mais ils disent, voilà, il y a des conversations un peu compliquées, soit de l'émotion avec une personne qui est en difficulté, soit en fait, justement, une conversation qui a été difficile. Donc, ce temps de décompression-là, il est illimité. Les personnes peuvent en prendre le temps qu'il faut, mais ça redescende et que l'appel d'après, ça se passe bien. Comme il disait, il faut éviter l'appel de trop. Donc ça, c'est une bonne idée. Autrement, on peut se dire aussi, mais comment l'IA va m'aider à apporter plus et surtout mieux en service. Et là, on a un excellent cas d'usage qui est avec la CIPAV. Donc, je ne sais pas, soit tu es indépendant, tu te disais, tu es peut-être affilié à la CIPAV, tu n'es pas encore en qualité pour ta retraite, je pense pas. Pas encore. Voilà. Et imaginons que demain, tu te dises, faut quand même que j'y pense à ma retraite. Il est 21h le soir, est-ce que tu vas appeler la CIPAV? À 21h, je ne suis pas sûr. Et ben voilà. Et justement... Et c'est là en fait que la CIPAV a mis en place un callbot en dehors des heures d'ouverture parce qu'ils font appel à des freelances, à des indépendants comme toi qui se posent des questions en dehors des heures d'ouverture. Et là, le bot, en 24/7, il est capable de répondre aux demandes de manière générique et répondre aux demandes comment je fais pour avoir mes droits, comment je fais pour faire ceci, cela. Et ce callbot, il répond à 75% des demandes en self-care. Les 25% qui restent, et bien tout simplement, on peut planifier un rappel le lendemain avec un conseiller. Et là, encore une fois, ils ont fait le choix. Ils ont dit, oui, on rappelle avec le conseiller au téléphone, mais ils se sont dit, mais la personne, c'est quelque chose de sensible pour elle quand elle part à la retraite. Souvent, c'est des gens qui sont un petit peu âgés, qui ne sont pas habitués à l'informatique. Et ils y ont mis en place la visio-assistance. Et elle m'a dit, ouais, la visio-assistance, ça fait vraiment la différence. Quelqu'un en face qui vous explique, qui vous parle tout ça, ça fait la différence. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester vraiment maître du jeu. Et en même temps, se dire, qu'est-ce que je peux faire en plus ? Donc là, le 24/7 avec la CIPAV, mais c'est également le quality monitoring boosté à l'IA. On va pouvoir identifier où en fait ça va, où ça va pas dans une conversation, où ça a dérapé, ou au contraire on a fait waouh. Et ça en fait, ça permet de chercher ce que j'appelle moi l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va voir les petits mots qui ont réussi à donner de l'émotion. Et au contraire, pourquoi on est arrivé à 4,5 ? Pourquoi j'ai pas eu 5 ? Comment j'aurais fait pour avoir 5 ? Et en fait, on va identifier, tiens, la personne, elle a répondu. Et on a eu un cas comme ça assez intéressant, où un conseiller disait, ben voilà, oui, pas de souci, je vais vous changer votre contrat, il n'y a pas de souci, c'était pas une grosse erreur. Sauf qu'en fait, si on veut attraper le 5, il faut que la personne, comme je l'ai dit, est consciente de cette émotion, qu'elle l'aperçoive, que c'est bien pour elle, et que ça soit une surprise. Si on lui dit, au lieu de dire ça, oui, je vais le faire tout de suite, mais si on lui dit, madame, normalement, c'est pas prévu pour vous, mais comme vous êtes client depuis 5 ans, je vais vous le faire. Et là, tout de suite, on arrive dans l'effet waouh. Merci Frédéric. Céline. Oui, alors en vous écoutant, moi je vois un lien qui est l'accompagnement des équipes pour rester maître du jeu. Alors moi je suis Céline Forest, j'ai un profil un peu atypique puisque j'ai passé une vingtaine d'années à la direction à la tête d'équipes expérience client et ou relations clients, et je suis également comédienne, voilà. Et aujourd'hui moi aussi j'ai choisi l'indépendance pour accompagner les entreprises et utiliser aussi un outil qui m'est cher qui est le théâtre. Et l'émission que j'anime, qui est Décryptage, est un peu aussi à l'image, à mon image, puisque c'est une émission que je trouve un peu, comme on dit, out of the box, puisque j'essaye de faire des parallèles entre le monde de la relation client, l'expérience client, et des secteurs d'activité comme l'hôpital, les chercheurs, le monde du spectacle, et parfois aussi des émissions plus classiques. Alors,
du coup, pour moi, pour rester maître du jeu, il ne suffit pas d'avoir de bons outils, mais c'est bien comment on va accompagner les équipes et comment on va incarner ce changement. Alors, l'IA, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour les équipes que j'ai pu accompagner et beaucoup de personnes à qui je parle, ça fait peur. Et je pense qu'il ne faut pas lutter contre la peur des personnes parce que c'est humain. Le cerveau ne comprend pas la négation. Si on vous dit n'ayez pas peur, il ne comprend pas. Madame, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant. Ah voilà, vous pensez à un éléphant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir accompagner les équipes dans ce changement parce que tout processus de transformation ou de changement, c'est le même processus que le deuil. Et donc vous connaissez qui connaît les phases du deuil? Dans la gestion de projet, on le connaît tout le temps. Voilà. Avec la phase de déni, d'acceptation, et après on remonte et c'est reparti. L'acceptation, effectivement, qui est la dernière épreuve. Et la colère, exactement. Ça marche aussi dans des ruptures, tout ça, enfin bref. Le deuxième message, c'est donc que les collaborateurs ont besoin de leur manager pour se faire accompagner. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Chloé. L'importance dans l'accompagnement, on va trouver effectivement la formation. Mais on a aussi, pour moi, dans l'accompagnement, la valorisation des équipes. Le fait d'aller s'ouvrir, tu l'as dit Chloé, vers l'extérieur, donc par exemple par des Vie ma vie, aller voir ce qui se passe chez des pairs mais aussi chez des clients, benchmarker, parce que parfois on pense que l'herbe elle est plus verte ailleurs et on se rend compte en benchmarkant qu'on va apprendre des choses certes d'ailleurs, mais on va aussi se rendre compte des choses bien qu'on a dans notre entreprise. Donc c'est important et c'est bénéfique d'aller benchmarker. Ensuite, les rôles évoluent. Vous le vivez, j'imagine, tous les jours, notamment pour les conseillers clients, où aujourd'hui, ils gèrent, alors grâce à l'IA, des tâches qui ont plus de valeur ajoutée. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des surcharges cognitives. Parce que sur une journée, vous avez, là où avant, vous aviez des tâches un peu à faible valeur ajoutée et des tâches à forte valeur ajoutée, là, vous avez des tâches qui n'ont que des fortes valeurs ajoutées. Et du coup, il y a des surcharges cognitives. Donc tout ça, ça s'accompagne. Sans oublier, je voudrais citer un chiffre, c'est Salesforce d'ailleurs qui a fait une étude, 77% des clients s'attendent toujours à interagir immédiatement avec quelqu'un lorsqu'ils contactent une entreprise. Donc ça veut dire qu'on reste quand même un petit peu maître du jeu face à l'IA. Et dans l'accompagnement, donc je vous ai cité plusieurs outils que j'utilise, et j'utilise un outil qui est le théâtre. D'accord ? Et le théâtre, ça permet, quand j'accompagne des entreprises, de démystifier un sujet, donc là on prend le cas de l'IA, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir poser des mots sur une peur exprimée ou non d'ailleurs d'un collaborateur, de pouvoir prendre du recul sur une situation vécue en entreprise et ensuite de pouvoir aussi prendre confiance en soi et de parler de ces situations. Je vous propose un petit test. Ce sera plus vivant de le voir. Alors on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est un test vraiment accéléré, mais je vais prendre quelques collègues de l'émission de AdNews Experience Client. Il y a aussi Nathalie qui est dans le public qui, voilà. Alors ils sont au courant que j'allais leur demander de venir sur scène faire le petit test, mais ils ne savent pas ce qui les attend. Voilà. Donc je vous donne un aperçu d'outils d'accompagnement. Donc Nathalie, Chloé, Frédéric, je vais vous demander de tirer au sort un personnage que vous allez incarner. Donc ils vont faire devant vous une petite improvisation. Voilà, je vous le dis, vous allez devoir improviser. D'accord ? Le thème est donc comment rester maître du jeu à l'ère de l'IA, soyons original. Et pour ça, je vais vous demander d'abord de tirer chacun un petit papier jaune qui est le personnage que vous allez incarner. On va le lire après, d'abord regardez-le. Hop. Voilà, donc vous pouvez lire. Donc moi je suis la collaboratrice terrain, fatiguée, sceptique et très concrète. Et moi je suis Brunette, l'IA, le coach inspirant. Moi je suis le manager un peu paumé, mais qu'est-ce que je fais ici, Céline? Alors, donc, puisque tu es l'IA, tu représenteras Bruno l'IA, et puisque on va alimenter un peu cette petite impro, cette petite improvisation avec un lieu.
Alors, on fait qui veut tirer? Tu fermes les yeux et tu tires un lieu. Je fais un lieu, c'est ça? Yes. Mais c'est quoi? Un parc d'attractions. D'accord. Voilà, donc ils sont dans un parc d'attractions. Vous avez, je vais chronométrer 1 minute et demie. Allez. C'est son métier, hein, c'est son métier. Le but, c'est pas que vous jouez bien, on est d'accord. Alors, Bien sûr qu'on va jouer bien, c'est sûr. donc, quand je dirai partez, vous allez donc improviser sur le thème qui est comment rester maître du jeu à l'ère de l'IA avec vos personnages. Voilà, et donc, hop, c'est parti. Je suis trop contente. Enfin non, je suis trop contente parce que je m'appelle Bruno et en fait on a une nouvelle attraction dans le parc et ça va être juste génial. Je vais y aller. C'est vrai? Non, attends, non, en fait, je suis fatiguée. C'est vrai? Ouais. Mais alors en fait ça va être génial. Tu vas voir, en fait, pense à un truc. La fatigue. Non mais qui peut pas exister. Ah non, c'est pas la fatigue alors. Alors attends, je te laisse réfléchir. Et toi? Ah bah en fait, mais Est-ce que tu c'est peux quoi? réfléchir à un truc, Oui, un mais jeu, à quoi un lieu? Un lieu Ouais, le imagine parc, un lieu, un dolmen. Un domaine? Un dolmen, Ah, un comme le parc dolmen. Astérix. Bah, c'est pas D'accord. une abstraction, on n'est pas au Ok. parc Astérix ici? Non, on est dans un parc d'attraction, mais ok, d'abstraction d'ailleurs. C'est mais, abstractif. mais je suis un peu paumé là, on est C'est on vrai. est où? Alors attends, donc le dolmen. Pourquoi tu me fais un truc aussi? Ok. Le dolmen. C'est Et un, toi, c'est un parc quoi? d'attractions, il faut grimper sur le dolmen. Moi, je suis fatiguée, je monte pas. Hein. D'accord. Alors le dolmen, mais comme c'est virtuel, parce que tu sais, moi je suis une IA. Donc en fait, je vais te faire imaginer le dolmen. Mais si je ferme les yeux, je m'endors. C'est vrai. Mais alors assis-toi, comme ça tu tombes pas. Parce que moi je vais t'accompagner parce que je suis une IA trop géniale. Donc je vais t'accompagner dans ta Mais fatigue. tu vas pour te m'accompagner rebooster. comment? Ben, je vais te rebooster parce que tu vas imaginer le dolmen. Mais moi, il faudra que tu me donnes la main parce que sinon, je vais Bah, m'endormir suis un- et je vais pas y Je arriver. sais pas trop comment on fait, mais avec l'IA, est-ce qu'elle va pouvoir nous aider? Tu peux nous Mais aider à bien faire quelque sûr, chose? en fait, regarde, tu vas essayer de l'accompagner pour la rebooster et moi, je vais te coacher, d'accord, Ah. pour que tu... Allez, viens, on y va. On y va. Viens, on y va tous les deux. Allez Chloé, Ah, si tu réveille-toi. veux, j'ai un très bon médecin pour les ronflements. On va pouvoir que je t'aider, suis on va te super coacher, bien. on va Je vais aller à la identifier tes chute. problèmes. Est-ce que tu voudrais qu'on t'aide à simplifier ton travail? Est-ce que toi tu peux faire ça? Moi, je vais te le faire, mais est-ce que... Tu sais quoi? Je vais aller déjà te trouver un médecin pour les ronflements, là. Bravo. Merci à vous trois. Alors normalement, bon là c'était très rapide, on n'a pas le temps de travailler. Normalement on inverse les rôles. Normalement je donne des indications qui sont n'oubliez pas le thème, etc. On prépare un peu en amont. Bon, ça vous donne un aperçu. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de ce que vous avez ressenti? Alors moi je dirais ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice, c'est qu'en fait ça permet, au début on est un peu coincé, on sait pas trop quoi dire, mais quand on joue dans le rôle, on dit des choses qu'on n'ose pas dire. Parce que c'est vrai que moi je vois des fois quand on est en réunion, tu as une réunion top-down où les gens te descendent les slides et tu dis mais j'ose pas dire quelque chose. Et c'est vrai que là comme ça tu peux sortir un message que tu sortirais pas d'habitude quoi. Pour démystifier, je trouve que ce qui marche bien aussi, c'est le fait de prendre un parti, de ne pas chercher la nuance, mais de prendre un truc en disant voilà, je suis fatiguée, j'ai pas envie, je veux pas y aller. Et finalement, de surjouer un rôle dans une réunion pour attaquer un sujet, quelquefois, ça permet d'oser effectivement aller plus loin, peut-être dans la caricature, mais d'être sûr qu'on traite le sujet jusqu'au bout. Merci. Tu veux dire quelque chose? J'ai vraiment un très bon médecin pour ceux qui ronflent, et notamment toutes les femmes dans cette salle qui en ont marre de dormir sur le canapé. Voilà, donc effectivement, ça permet, c'est un des outils comme les autres pour accompagner les équipes, ça permet de prendre du recul, vous l'avez dit, de pouvoir rejouer des scènes qui sont vécues en entreprise ou des choses qui sont, ou des peurs, parce qu'on n'est pas dans le réel, on est dans une scène, ça permet de prendre confiance en soi aussi. Voilà, il y a plusieurs, on peut accompagner, on aurait pu le faire avec des commerciaux, dans le cadre de vente, face à un client, enfin il y a plusieurs situations possibles. Et on peut aussi écrire des scènes avec les équipes sur une situation vécue un peu douloureuse. J'ai déjà fait aussi avec les RH par exemple. Voilà. Mais c'est vrai que ça me rappelle exactement ce qu'on fait nous quand on met en place un bot dans les entreprises. Une première chose que disent les conseillers, mais il va piquer mon boulot. Hein, et c'est vrai qu'on a toujours une session comme ça interne où on explique aux conseillers qu'est-ce que ça change pour eux, qu'est-ce qui ne change pas, les limites du bot, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Et c'est vrai que c'est toujours un peu top-down, les gens ne posent pas trop de questions, mais si tu fais une animation comme ça, c'est vrai que ça leur permet de libérer la parole, quoi.
Oui, et pour conclure, par rapport au thème, pour moi, rester maître du jeu, c'est pas refuser la technologie, mais c'est accepter aussi de dire que c'est normal d'avoir peur et comment je vais incarner ça auprès des équipes, comment je vais les accompagner, voilà, et comment je vais les aider à évoluer, à comprendre ce qui se passe et à avancer. Merci Céline, merci en tout cas pour cet exercice. Merci Nathalie Namias aussi, de l'émission Success Story, d'avoir contribué. Je ne vais pas faire une conclusion parce que c'est difficile de conclure quand même sur un sujet qui est encore très vivant et qui va nous emmener encore sur un temps certain. Ce qu'on a voulu faire avec Anews et avec tous ces professionnels, c'est de vous montrer qu'il y a plusieurs solutions pour rester maître du jeu. C'est important au regard de la situation pour vos entreprises, pour vous-même, c'est-à-dire de ne pas se laisser dépasser par les outils, parce qu'on a pu le voir dans des films il y a quelques générations avant où on savait que ça allait venir, donc ce n'était pas une surprise le fait qu'il y ait de l'IA aujourd'hui et on découvre tout. Donc quelque part il y a eu un travail de fait à un moment donné. Et ce que moi je prends plaisir, je vais vous parler, c'est d'avoir des professionnels qui ont chacun leur angle de vue. Et c'est ce qu'on a essayé de vous montrer là, c'est que Chloé, Céline, Frédéric, François, même Nathalie, enfin les autres, ont chacun un angle de vue professionnel sur l'IA et sur ce qui se passe globalement aujourd'hui dans la culture et de l'expérience client. Et je trouve que c'est très riche. Et c'est aussi comme ça qu'on échange souvent, parce qu'on a chacun notre angle de vue. Et c'est cette richesse-là qu'on voulait en tout cas initier avec vous lors de cette conférence, de se dire mais il se passe beaucoup de choses. N'ayons pas peur, par contre partageons, parce qu'il y a effectivement aujourd'hui insuffisamment d'instances comme le salon, des médias, des prestataires aussi qui font des rencontres pour monter en compétences. Donc, et je dirais que globalement tout ça c'est gratuit pour la globalité, parce que ce sont souvent les marques qui financent ces sujets-là. Donc c'est profitez-en, regardez, échangez. Partager, parce que ça c'est vraiment important, et que finalement plus on va rencontrer les autres et plus on démystifie un peu le sujet, voilà, jusqu'à l'incarner aussi, parce que c'est important dans l'entreprise, parce que même un petit exercice comme celui-ci, ouais ok on sait ce que c'est, mais une fois quand on le vit avec les équipes, parce qu'il faut les embarquer, donc c'est ça aussi qui est important, parce qu'on peut avoir la meilleure solution du monde, on peut tout penser sur l'IA, mais si on n'embarque pas ces équipes, si on ne les intègre pas dedans, si on ne les fait pas monter aussi en compétences, si on ne les fait pas rencontrer d'autres personnes pour partager, c'est beaucoup plus difficile de faire avancer l'entreprise. Et il y a aussi l'effet waouh, bien évidemment, parce qu'il y a ce fameux effet waouh qu'on entend depuis des années, mais qui est toujours là et qu'il ne faut pas oublier. Donc tout ça pour dire, on n'en est qu'au début, il y a encore plein de choses qui se passent, mais rester maître du jeu, on a tous les moyens de rester du maître du jeu, donc enlever ses peurs par rapport à ça, et que quelque part l'IA n'est pas un outil, enfin l'IA n'est pas une stratégie, pardon, mais plutôt un outil qui est à notre service. Et ça c'est important qu'on se le redise, parce que à partir du moment où vous considérez l'IA comme un simple outil, performant, tout ce qu'on veut, on est d'accord, mais ça ne fera jamais votre stratégie. Et la stratégie, il n'y a que vous qui pouvez la mettre en place pour votre entreprise.